Salut, bienvenue à la troisième partie. La seconde partie s'est terminée lorsque la force électromagnétique entrait en jeu, soit environ 200 000 ans après le Big Bang. À cet instant, l'univers laissa libre cours à la radiation cosmique du Big Bang qui put se dégrader jusqu'en ondes radio. En regardant la carte de ce rayonnement fossile, nous avions dû envisager la possibilité que la gravité ait déjà commencé à attirer la matière à certains endroits. Nous parlerons donc maintenant de la force gravitationnelle. Mais pour bien comprendre la gravité, il faut comprendre le concept de la masse d'un objet et il faut savoir que le poids de l'objet, lui, est relatif. Commençons alors par un retour sur la théorie de la relativité. Notre référence, à nous, c'est la Terre, pour des raisons pratiques. Donc une personne ayant un poids de 50 kg sur la Terre a aussi une masse de 50 kg. La même personne sur la Lune aurait un poids de 10 kg, mais sa masse de 50 kg n'a pas changé. Autrement dit, la personne contient la même quantité de matière. La masse, c'est la somme de toutes les particules qui composent un objet et elle ne change jamais à moins d'enlever ou d'ajouter de la matière. Le poids, lui, représente la force qui attire les objets les uns vers les autres et il varie selon que les objets qui s'attirent sont plus ou moins massifs. Dans l'exemple que nous venons de donner, la Terre est plus massive que la Lune. Alors, une personne ayant une masse de 50 kg qui flotterait toute seule dans l'espace, avec rien autour, pèserait 0. D'après la théorie de la relativité, la description que nous venons de donner n'est valable que pour une masse au repos, car les objets ont aussi une masse en mouvement. Plus un objet se déplace vite par rapport à un observateur qui est considéré au repos, donc plus un objet se déplace vite, plus sa masse est grande, toujours par rapport à cet observateur. Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de son poids, mais de sa masse, et que le fait de se déplacer n'ajoute ou n'enlève aucune matière. Un objet n'est jamais en mouvement s'il n'est pas en relation avec un autre objet. Alors, par exemple, un train peut être en mouvement par rapport à la Terre, mais une personne assise dans un wagon n'est pas en mouvement par rapport au train. Alors ici, la personne n'a pas la même masse pour le train que pour la Terre. La formule mathématique qui régit ce phénomène est la suivante. La masse en mouvement d'un objet est égale à sa masse au repos, et on divise sa masse au repos par la racine carrée de 1 moins sa vélocité divisée par la vitesse de la lumière. Le but de cet ouvrage n'est pas de présenter des formules mathématiques, mais cette formule-ci comporte un effet intéressant. Alors, juste un instant, petite parenthèse pour vous rafraîchir la mémoire. Si je divise 1 par 2, le résultat est 0,5. Si je divise 1 par 10, le résultat est 0,1. Si je divise 1 par 100, le résultat est 0,01. Donc, plus je divise par un nombre élevé, plus le résultat est petit. Inversement, si je divise 1 par 0,5, le résultat est 2. Si je divise 1 par 0,1, le résultat est 10. Donc, de diviser par des nombres de plus en plus petits donne des résultats de plus en plus grands. Si on revient à la formule, le petit v, c'est la vélocité de l'objet, donc sa vitesse. Et le petit c représente la vitesse de la lumière qui est constante à près de 300 millions de mètres par seconde. Alors, au repos, la vélocité est de 0, donc la formule divise 0 par la vitesse de la lumière, le résultat est 0. On prend alors la racine carrée de 1 moins 0, c'est comme prendre la racine carrée de 1, le résultat est 1. On se trouve alors à diviser la masse au repos par 1, et pour un mouvement de 0 mètre par seconde, la masse en mouvement égale la masse au repos. Par contre, plus nous allons vite, plus la formule nous fait diviser par des nombres de plus en plus petits et plus la masse en mouvement augmente. Alors, à titre d'exemple, un cosmonaute de 50 kg à bord d'une fusée qui voyagerait presque à la vitesse de la lumière, disons 1 mètre par seconde de moins que la vitesse de la lumière. Un cosmonaute de 50 kg, par rapport à un observateur au repos, pèserait maintenant plus de 865 000 kg. En passant, c'est la même formule qui sert à calculer le temps. Passer une seule seconde à bord de cette fusée qui voyagerait presque à la vitesse de la lumière équivaudrait à plus de 17 000 secondes sur la Terre. Ce phénomène a d'ailleurs été démontré à l'aide d'horloges synchronisées très précisément, où une horloge était restée sur la Terre pendant que l'autre fut mise à bord d'un avion supersonique qui fait le tour de la Terre à toute vitesse. À l'atterrissage, l'horloge qui était dans l'avion était légèrement en retard
par rapport à l'horloge qui était restée sur la Terre. Donc, même si nous sommes encore loin de voyager à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, le retard d'une horloge qui voyage, même petit, peut être détecté. Alors, plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus on approche une masse énorme et un temps très ralenti. Si par malheur, un cosmonaute atteignait la vitesse de la lumière, nos formules nous font diviser par 0, ce qui est mathématiquement impossible. Autrement dit, nous atteignons des valeurs si grandes qu'elles deviennent infinies. Selon la physique dite classique, donc avant le développement des théories de la relativité et de la mécanique quantique, les particules comme les photons n'ont pas de masse. Or, nous savons maintenant que même les photons de lumière ont une masse, quoique infiniment petite, et que tout ce qui a une masse est soumis à la force de gravité. En passant, les photons sont toujours en mouvement et n'ont pas de masse au repos. La distance joue un rôle important pour déterminer la force de gravité. C'est-à-dire que la gravité est proportionnelle à l'inverse de la distance au carré. Alors, par exemple, un objet qui serait à 1000 km de la Terre serait attiré par la force de gravité de la Terre. Mais s'il s'approchait à 500 km, il serait donc 2 fois plus proche, il serait alors 4 fois plus attiré qu'avant. 2 au carré égale 4. S'il était 10 fois plus proche, il serait 100 fois plus attiré qu'au début. Donc 10 au carré égale 100. De plus, la force de gravité est la seule force qui n'a pas de distance limite. Donc absolument toutes les particules dans tout l'univers sont continuellement en train de s'attirer. Nous attirons les étoiles lointaines et elles nous attirent, même si la force d'attraction est pratiquement nulle à ces distances. Si l'univers était complètement vide et que deux objets immobiles se trouvaient à des points opposés de l'univers, donc le plus loin possible, ils s'attireraient quand même très lentement, puis progressivement de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils entrent en contact. L'autre facteur déterminant pour calculer la force de gravité, c'est la masse. Donc, plus un objet est massif, plus il exerce une grande force d'attraction. Un être humain exerce une force d'attraction sur la Terre, mais la masse d'un être humain est beaucoup moins grande que la masse de la Terre. D'un autre côté, le Soleil est beaucoup plus massif que la Terre, mais heureusement, il est si loin de nous que les humains sont plus attirés par la Terre que par le Soleil. Alors, un être humain qui flotterait dans l'espace à distance égale entre la Terre et le Soleil finirait par tomber vers le Soleil. Notons aussi que puisque tout ce qui a une masse est soumis à la gravité, la matière noire et l'antimatière, qui ont chacune une masse, sont aussi affectés par la gravité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité noire ni d'antigravité. Dans l'univers, les objets les plus massifs que nous connaissons, ce sont les galaxies. Les galaxies contiennent une quantité astronomique de matière sous forme de gaz et d'astres, comme par exemple les étoiles, les planètes, les trous noirs. En conséquence, les galaxies exercent une force de gravité très puissante sur leur environnement. Parlons maintenant de l'entrée en scène de la gravité. Au moment où le rayonnement fossile se produit, la matière de l'univers semble déjà commencer à s'agglutiner en formant des régions plus denses. C'est le vaste nuage d'hydrogène initial du Big Bang, avec un peu de deutérium et d'hélium, qui s'est fragmenté en sous-nuages. À leur tour, ces immenses fragments se mettent à se contracter lentement à cause de la gravité de la matière dans le nuage. Et les parties des nuages qui contiennent des densités plus élevées se contractent plus vite, fragmentant alors les sous-nuages une fois de plus. Si on regarde à l'échelle des petits atomes dans le nuage, ils n'ont aucune raison de se coller les uns aux autres, encore moins dans le cas d'une molécule d'hydrogène qui n'aurait pas besoin de partager ses électrons. Même que s'ils s'approchent trop, ils se repoussent et s'éloignent à nouveau. La force de gravité entre deux atomes est tout à fait minuscule et elle n'entre pas vraiment en ligne de compte dans leur trajectoire. Mais s'il y a une énorme quantité d'atomes, disons 10 à la 68 atomes, chacun tirant un peu sur tous les autres, cette gravité serait suffisante pour altérer la trajectoire des atomes. La gravité fait tomber les atomes les uns vers les autres et, évidemment, la direction où l'attraction est la plus forte, c'est vers le centre du nuage. Plus les atomes s'approchent les uns des autres, plus la force de gravité devient grande, et plus les atomes accélèrent vers le centre. Nous appelons énergie potentielle la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer un objet soumis à la gravité.
Sur la Terre, lorsqu'on laisse tomber une balle sur le sol, la force de gravité de la Terre convertit l'énergie potentielle de la balle en énergie de mouvement. Sauf qu'un nuage qui se contracte peut contrebalancer sa gravité. En se rapprochant les unes des autres, les particules se retrouvent dans un espace de plus en plus petit. Autrement dit, la densité augmente. Donc, les particules augmentent les chances de collision. Et comme pour les boules de billard qui se frappent, l'énergie de mouvement, causée par la gravité dans le nuage, est alors partiellement convertie en chaleur. Le principe est le même lorsqu'on se frotte vigoureusement les mains pour les réchauffer. Alors, cette propriété des nuages qui se réchauffent en se comprimant est bien connue. En se réchauffant, le nuage reprend de l'expansion. Autrement dit, les atomes, avec plus d'énergie, vont plus vite et rebondissent plus loin. Et cela jusqu'à empêcher la gravité de comprimer le nuage encore plus. Il faut alors laisser le temps au nuage de se refroidir pour que la gravité le comprime encore un peu plus et réchauffe le nuage à nouveau, et ainsi de suite. Un autre phénomène vient aussi perturber la contraction des nuages. C'est la rotation. Si on fait la somme de tous les mouvements de toutes les particules dans un nuage, le résultat est rarement zéro. L'ensemble bouge un tout petit peu plus dans une direction que dans l'autre. Or, en se comprimant, cette différence est multipliée. C'est le même principe pour une patineuse artistique qui se mettrait à tourner sur elle-même. Au début, elle s'accroupit et sort une jambe à l'horizontale pour que le cercle de rotation soit le plus large possible, et elle tourne lentement sur elle-même. Puis, en se relevant progressivement, elle ramène ses bras et sa jambe vers elle et elle tourne de plus en plus vite. Si la masse d'un objet qui tourne ne change pas, donc ici la patineuse n'a pas changé de masse, mais que sa dimension diminue, sa vitesse de rotation doit augmenter. Alors, un autre phénomène dû à la rotation, en tournant de plus en plus vite, la matière est de plus en plus projetée le long d'un disque par la force centrifuge, exactement comme la jupe de la patineuse. Selon nos observations, aucune nouvelle galaxie n'est en formation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'elle se serait toute formée peu de temps après le Big Bang, à partir du vaste nuage initial d'hydrogène et d'hélium. Nous aimerions bien y voir uniquement la gravité à l'œuvre, puisque c'est la gravité qui devrait comprimer les nuages, mais la chaleur et la force centrifuge auraient dû faire traîner la compression beaucoup plus longtemps. Un nuage qui formerait une galaxie pourrait mesurer des millions d'années-lumière de diamètre. En passant, une année-lumière, c'est la distance parcourue par un photon de lumière pendant 1 an. Donc, une année-lumière représente plus de 9400 milliards de kilomètres. Donc, un nuage mesurant plusieurs centaines de millions d'années-lumière de diamètre aurait besoin d'énormément de temps pour se comprimer et se refroidir. À l'heure actuelle, nous sommes encore incapables d'expliquer convenablement une compression aussi rapide des nuages pour former les galaxies. Mais un phénomène simple nous fournit peut-être un indice important pour comprendre ce qui s'est passé. Ce sont les vortex. Quiconque a observé un cours d'eau ou des nuages traversant des pics de roches a pu remarquer les tourbillons qui se forment naturellement. Dans les vastes nuages d'hydrogène et d'hélium, il devait certainement y avoir des régions moins équilibrées, c'est-à-dire là où des perturbations comme des petits tourbillons peuvent se former. Ces tourbillons sont comme des petits processus de compression accélérés où l'énergie de mouvement se convertit très rapidement en chaleur. On retrouve ce même phénomène dans la formation des tornades et des ouragans sur la Terre, c'est-à-dire qu'ils dégagent d'énormes quantités d'énergie très rapidement. Serait-ce possible que ces perturbations aient permis aux vastes nuages de convertir l'énergie potentielle de la gravité en chaleur, amenant ainsi chaque nuage galactique à se refroidir si rapidement? Peut-être que oui et peut-être que non, mais on ne peut rester indifférent en comparant la forme de certaines galaxies avec ce phénomène qui est trop commun dans la nature pour ne pas y être pour quelque chose. Malgré tout, si l'on observe la vitesse de rotation d'une galaxie en spirale comme la nôtre, la matière devrait être en train de s'expulser du disque et non de tournoyer vers le centre. Notre galaxie n'est pas assez massive pour contenir la chaleur du centre ni la rotation du disque. Bon, il y aurait bien plusieurs gigantesques trous noirs au centre de notre galaxie, mais cela semble insuffisant pour expliquer l'effet de la gravité.
Ce problème, qualifié de masse manquante des galaxies, est à l'origine des recherches sur la matière noire. Les scientifiques cherchaient la matière qui échappe à nos yeux pour expliquer ce qui tient notre galaxie ensemble. Même si nous ne comprenons pas entièrement le processus qui a formé les galaxies, nous sommes forcés de constater qu'elles sont bien là, peu de temps après le Big Bang. Le vaste nuage d'hydrogène et d'hélium initial, en se contractant, s'est fragmenté en poches de matière dense, c'est-à-dire les galaxies, qui n'ont pas encore fini de se contracter. Certaines régions moins denses forment des gigantesques nuages intergalactiques, tandis que les régions plus denses du nuage ont formé des galaxies rapprochées les unes des autres, que l'on appelle amas de galaxies. Mais n'oublions pas que le nuage d'hydrogène et d'hélium initial provient du Big Bang et qu'il consiste en la matière en expansion. En se formant, les galaxies ont attiré la matière d'une petite partie du nuage dans un endroit restreint, pendant que partout autour de chaque galaxie, les autres galaxies s'éloignent à toute vitesse. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, à l'exception bien sûr de celles qui sont suffisamment rapprochées pour s'attirer les unes vers les autres en se combinant en galaxies géantes. Sur la Terre, nous ne ressentons pas les effets de l'expansion à cause de la force de gravité de la Terre, mais le système solaire fait partie de notre galaxie, la Voie lactée, qui fait partie d'un petit amas qui, lui, s'éloigne à toute vitesse de tout le reste. À l'échelle de l'univers, les galaxies sont minuscules. Le super-amas de la Vierge contient environ 1000 galaxies, dont la nôtre. À cette échelle, la matière dans l'univers semble filamenteuse, avec des poches de matière concentrées, tandis qu'ailleurs, l'univers est essentiellement vide. Malgré l'immensité des nuages, la matière d'une galaxie est insuffisante pour expliquer leur compression rapide. La matière noire, à gravitation faible, serait la masse manquante à la base de la structure des galaxies et de l'univers. Alors rappelez-vous, demandez à un physicien « Qu'est-ce que la matière noire ?» et il vous répondra à quoi elle sert. Alors, pour le moment, certains parlent de neutralinos, qu'il ne faut pas confondre avec les neutrinos. Les neutralinos représenteraient environ 18 % de la matière, alors que d'autres parlent de l'action qui nous échappe encore totalement. À l'intérieur du superamas de la Vierge, notre Voie lactée fait partie d'un petit amas local d'une vingtaine de galaxies voisines. Depuis quelques années, nos observations ont démontré que, sans être une géante, notre galaxie est néanmoins assez massive pour avoir réussi à absorber une petite voisine qui est passée trop près de nous. Elle serait en dessous des bras d'étoiles. Et nous serions même en train d'en attirer une autre. Alors, les galaxies sont très diversifiées. Il y en a en forme de spirale, qui compose environ 70 % des galaxies observées. D'autres sont elliptiques, pour à peu près 25 %, et le reste, 5 %, sont si variés que nous les appelons tout simplement galaxies irrégulières. Pendant plusieurs années, les scientifiques ont tenté de placer ces galaxies dans une sorte d'évolution où les jeunes boules seraient en train de s'aplatir en disques, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Le simple fait que tous les types de galaxies observées contiennent des vieilles et des jeunes étoiles implique qu'elles n'évoluent pas d'un type à l'autre. Puisqu'à l'échelle de nos vies, les galaxies évoluent extrêmement lentement, nous ne pouvons pas observer directement leur évolution, et nous devons nous résoudre à comparer les jeunes galaxies, donc les galaxies lointaines, avec les vieilles galaxies, c'est-à-dire nos proches voisines. Depuis la théorie de la relativité, nous savons que la vitesse de la lumière est constante à 300 000 km par seconde. Bon, les observations récentes semblent dire que la vitesse de la lumière n'est pas si constante, mais pour les besoins de notre exemple, disons que la vitesse de la lumière voyage toujours à 300 000 km par seconde. Donc, lorsqu'on observe une galaxie à 1 milliard d'années-lumière de distance, sa lumière a littéralement pris 1 milliard d'années pour se rendre jusqu'à nous. En quelque sorte, la lumière est une machine à voyager dans le temps. Alors, si nous pouvions aller instantanément à une distance de 2 semaines-lumière de la Terre, nous pourrions observer la Terre telle qu'elle était il y a 2 semaines. Si quelqu'un à 1 milliard d'années-lumière observait la Terre aujourd'hui, il nous verrait tel que nous étions il y a 1 milliard d'années. Et s'il avait vraiment de très bons yeux, la seule forme de vie qu'il verrait sur la Terre serait une cellule simple. Les voisines de notre galaxie sont vieilles parce qu'elles sont proches, tandis que nous voyons les galaxies lointaines telles qu'elles étaient il y a très longtemps, autrement dit, lorsqu'elles étaient jeunes.
En passant, la lumière émise par notre Soleil prend environ 8 minutes avant d'atteindre la Terre. Donc, si le Soleil disparaissait subitement, nous ne le saurions que 8 minutes plus tard. À force d'observer les fins fonds du cosmos, nous avons trouvé des galaxies qui émettent des quantités astronomiques d'énergie, c'est-à-dire beaucoup plus que notre Voie lactée. Nous les appelons les galaxies actives, parce que leurs centres sont en activité intense. Mais celles dont le centre semble être en violente explosion ont été appelées quasars. Il n'est pas impossible que les quasars et que les autres galaxies actives soient en fait de jeunes galaxies dont le centre est encore en ébullition. Une fois l'activité au centre apaisée, elle n'émettrait plus qu'une faible radiation comme notre Voie lactée. Il pourrait arriver cependant que l'activité au centre se réactive lorsque deux galaxies se fusionnent. Essentiellement, les galaxies ne sont que de vastes nuages de gaz parsemés ici et là d'étoiles, de trous noirs et de roches froides. L'étoile voisine la plus proche de notre Soleil est Proxima Centaure, et elle est située à 4,22 années-lumière de nous. Il faudrait donc un peu plus de 4 ans pour s'y rendre si on voyageait à la vitesse de la lumière. Cette distance est énorme. En moyenne, les étoiles sont à 5 années-lumière les unes des autres, ce qui représente des dizaines de milliers de milliards de kilomètres d'espace vide entre chaque petite boule de matière dense. Comparé au vide de l'espace intergalactique, les galaxies semblent denses, mais à l'intérieur, les objets solides sont très distancés les uns des autres. Lorsque deux galaxies entrent en collision, il est en fait excessivement rare que les étoiles se touchent physiquement. Notons toutefois que si deux étoiles entraient en collision, elles exploseraient violemment. En général, les astronomes ne parlent pas de collision, mais ils disent plutôt qu'il y a des galaxies carnivores, un peu comme si elles mangeaient les autres. Lorsqu'une galaxie moins massive passe au travers d'une plus massive, elle se fait voler son gaz ambiant et une partie de ses objets denses. Par contre, le passage enclenche un incroyable jeu de gravité qui perturbe les nuages de gaz des deux galaxies et entraîne une formation rapide de nouvelles étoiles. Parlons maintenant de l'expansion des galaxies. Nos observations des autres galaxies sont récentes et nous avons encore beaucoup à apprendre sur elles. Une des premières choses qu'elles nous ont apprises est qu'elles s'éloignent de nous. L'expérience qui nous permet de le conclure est relativement simple. La lumière dégagée par une galaxie vient des nombreuses étoiles qui l'habitent. Et ces étoiles sont composées de la même matière que notre propre Soleil, c'est-à-dire principalement de l'hydrogène. En passant cette lumière dans un filtre qui décompose la lumière, donc un prisme, nous pouvons voir la composition des éléments. En effet, grâce à la mécanique quantique, nous savons que les électrons qui tournent autour de l'hydrogène absorbent toujours de l'énergie aux mêmes fréquences. Alors, imaginons le phénomène avec des transactions financières. Chaque fois qu'un électron obtient 2 $, il les met en poche et quitte son orbite. S'il n'obtient que 1 $, la somme est insuffisante pour quitter l'orbite et il le redépense aussitôt. Il le réémet. Si l'électron obtient 3 $, il garde 2 $, donc il peut quitter l'orbite et dépense le reste. Toutes les sommes de 2 $ sont mises en poche. Dans les autres orbites, les sommes d'énergie requises, les quantas, sont différentes. Les autres atomes contiennent un nombre différent de protons et les quantités d'énergie pour changer d'orbite sont différentes de l'hydrogène. La lumière résultante donne une sorte de code-barre, ou une sorte de signature si on veut, qui permet alors d'identifier les éléments connus à l'intérieur d'étoiles distantes. Alors si on compare cette lumière provenant d'étoiles distantes avec celle que nous observons en laboratoire, on peut voir qu'il s'agit bien des mêmes éléments, mais que la lumière qui provient des étoiles distantes est légèrement décalée vers le rouge. Ce décalage veut dire que l'objet observé s'éloigne de nous. En passant, nous pouvons constater le même phénomène avec le son. C'est l'effet Doppler. En disant par exemple le son d'une sirène qui devient plus aigu quand l'objet s'approche et qui retombe vers les sons graves quand l'objet s'éloigne. Dans l'univers, plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite, car leurs codes-barres sont plus décalés vers le rouge. En fait, la corrélation entre la distance et la vitesse des galaxies est si frappante que la découverte de Hubble lui a valu de pouvoir donner son nom à cette constante.
que nous basons sur nos observations des galaxies environnantes et que nous avons eu à ajuster plusieurs fois depuis 70 ans. Mais la relation est là, et si l'on pouvait jouer le film de l'univers à l'envers, nous verrions toutes les galaxies s'approcher les unes des autres. Les galaxies les plus lointaines s'approcheraient alors très rapidement de nous et tout finirait par converger ensemble entre 12 et 15 milliards d'années. Selon les derniers calculs, l'expansion de l'univers serait en train de s'accélérer. En mécanique quantique, même le vide possède une énergie, et celle-ci pourrait être à l'origine de l'expansion. De son côté, l'énergie sombre serait insuffisante et cette expansion accélérée semble même si troublante pour certains chercheurs qu'ils commencent à vouloir inventer un nouveau type de matière. Alors, présentement, il y a les baryons, les photons, les neutrinos et la matière noire. L'expansion serait alors due à l'inflaton qui, lors du Big Bang, aurait multiplié la taille de l'univers par 10 à la puissance 40 en moins de 10 à la moins 35 secondes. Si les chiffres présentés sont ambitieux, c'est parce que les photons sont beaucoup trop lents pour être la force de poussée qui disperse la matière et l'énergie de l'univers. Les photons ne disperseraient l'énergie qu'à l'intérieur de l'univers. En résumé, le rayonnement fossile semble indiquer que la gravité entre en jeu assez tôt dans l'histoire de notre univers. Nous avons vu que la gravité s'opère sur la masse des objets et qu'elle est relative aux autres objets. En relativité, même si on n'ajoute aucune matière, la masse d'un objet peut augmenter si celui-ci est en mouvement par rapport à un autre. En ce qui concerne le nuage initial d'hydrogène et d'hélium issu du Big Bang, la gravité aurait formé des poches de matière dense, mais la chaleur et la rotation auraient dû faire étirer ce processus beaucoup plus longtemps. Pour le moment, nous comprenons mal la formation des galaxies et nous cherchons encore du côté des vortex, de la matière noire et autres astuces mathématiques pour tenter de faire coller la théorie à nos observations. Bref, nous avons encore beaucoup à apprendre sur les galaxies. Nous savons que les galaxies se sont formées très tôt dans l'histoire de notre univers, et tandis que le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies vient confirmer leur expansion, à l'intérieur des galaxies, la matière continue de se comprimer lentement en morcelant le nuage et en formant les étoiles.